Bonjour et bienvenue dans ce second épisode consacré à Ethereum. Dans le premier épisode, nous avons vu la différence entre le Bitcoin et l'Ethereum et évoqué les premiers changements qu'apporteront Ethereum 2. Je vous invite d'ailleurs à l'écouter avant celui-ci, sinon vous risqueriez d'être perdu sur certains points. Pour cette deuxième partie, nous allons rentrer un peu plus dans les détails techniques de cette évolution. Nous allons voir ce qui va vraiment changer sous le capot et comment ces changements vont être répercutés sur les utilisateurs. Nous verrons également comment se met à jour une blockchain. Pour répondre à ces questions, je suis toujours accompagné de Jérôme de Tichet, président de l'association Ethereum France et responsable du Client Success chez Ledger. Pour se remettre en selle, Jérôme, peux-tu nous faire un rapide point de ce que sera Ethereum 2.0 ? Alors Ethereum 2.0, c'est un prolongement d'Ethereum. C'est-à-dire que c'est la réalisation de l'ambition qui a été décrite dans le white paper d'Ethereum. Concrètement, ça se matérialise en un passage à l'échelle de la blockchain Ethereum. Donc, ce que va permettre de faire Ethereum 2.0, c'est de faire beaucoup plus de transactions par seconde. Ce qui est aujourd'hui, on est un peu limité par les capacités de la chaîne actuelle. Et pour qu'on arrive à avoir cette augmentation de la capacité de traitement des transactions, ça implique un changement de l'architecture de la blockchain elle-même. Donc, si on se considère la blockchain Ethereum telle qu'elle existe aujourd'hui, avec une preuve de travail qui converge vers un bloc toutes les 14 secondes, l'ambition de la blockchain Ethereum 2.0, c'est de permettre d'avoir une couche de réconciliation qui serait en preuve d'enjeu, donc en proof of stake, et de mettre ensemble plusieurs chaînes, qu'on appelle des shards, qui seraient réconciliées par cette couche de preuve d'enjeu. Une façon de se le représenter, c'est qu'on peut considérer une brosse à cheveux, donc un long tube avec plein de petites dents, et on peut se brosser les cheveux avec ça. C'est un peu à ça que ressemblerait Ethereum 2.0. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau bloc, on allonge un petit peu la brosse, et à chaque nouveau bloc de la chaîne de base, de cette couche de réconciliation, on peut plugger l'état de tout un tas de shards, de tout un tas d'autres blockchains Ethereum qui vivent autour de cette chaîne Ethereum 2.0 qui sert de réconciliation. Après plusieurs années donc, on passe à du stacking, c'est-à-dire, comme on a commencé à le voir dans la première partie, à remplacer le minage par la preuve d'enjeu. Si j'ai 32 Ethers, je peux donc participer à la sécurisation du réseau. Mais comment mettre mes Ethers en stacking ? Est-ce que ça sera comme avec mes Tezos ou mes Cosmos actuellement, en déléguant mes fonds depuis mon Ledger ? C'est un peu la différence entre comme je disais, un protocole qui permet de déléguer et un protocole qui ne permet pas de déléguer. Donc nativement, si j'ai mes Tezos sur mon anneau, aujourd'hui, si on prend Cosmos, on a lancé Cosmos il y a quelques semaines. Donc maintenant j'ai mes Cosmos sur mon anneau. Dans l'application Cosmos, dans Ledger Live, je peux sélectionner le fait que je veux mettre mes Cosmos en délégation chez un validateur Cosmos et récupérer une partie des rewards de ce validateur. Donc c'est une action qui est faite directement à l'intérieur de Cosmos. Sur Ethereum, si je veux mettre mes Ethers at stake, donc on imagine qu'on est en septembre-octobre, que le contrat de dépôt est là et que la Beacon Chain est live, donc je peux participer au staking. Mais participer au staking, ça veut dire que je dépose 32 Ethers, pas moins, il faut que je dépose 32 Ethers sur le contrat. Et une fois que j'ai déposé mes 32 Ethers sur le contrat, je peux participer à la Beacon Chain et être mon propre validateur. Si je n'ai pas 32 Ethers à ma disposition, il va falloir que je me tourne vers des services ad hoc. Donc, il y a déjà des pools de staking qui se sont manifestés, qui ont voulu proposer le service, mais le dispositif de sécurité n'est pas encore très clair, pas encore très éprouvé, mais il y a fort à parier que si j'ai seulement 2 ou 3 Ethers, ou 0,1 Ether, ou 0,2 Ether, je serais quand même capable de toucher du yield de staking, mais en donnant mes Ethers ou le contrôle de mes Ethers à un tiers, en quel il faudra que j'ai confiance, en quel il faudra que j'ai différentes formes de garantie. Mais si j'ai moins de 32 Ethers, a priori, je vais être obligé de passer par un service et devoir accepter de perdre un petit peu du contrôle que j'ai sur mes
sur mes cryptos. Et j'imagine aussi que des exchanges qui ont pignon sur rue vous proposeront de déposer vos Ethers sur l'exchange et de vous récompenser par une partie des récompenses de staking qu'ils pourront percevoir en mettant vos Ethers à stake. Je pense que comme tout un chacun qui s'intéresse un minimum à l'univers crypto, cette mise à jour, ça fait un moment qu'on en entend parler. Elle a été repoussée à de multiples reprises. Pourquoi ça met si longtemps à arriver ? Parce qu'on voulait le faire bien. Je pense que c'est la seule réponse qu'on peut donner. C'est-à-dire que les premières pistes qui étaient envisagées pour Ethereum 2 se sont révélées des cul-de-sac. Il a fallu réorienter la recherche, il a fallu plus réfléchir et plus tester, et aussi innover sur ce qui avait été initialement choisi comme modèle. L'idée qui était toujours poursuivie, c'était justement d'avoir une proof of stake qui garantit quand même une grande décentralisation, donc qui garantit que un Kidam peut faire tourner un nœud et que ce ne soit pas trop cher de faire tourner un nœud, et qui essaie au maximum de ne pas créer des entités qui seraient qui auraient trop de pouvoir sur la chaîne. Donc ça a été vraiment le défi qu'ont rencontré les chercheurs sur Ethereum. Et finalement, ça a quand même convergé vers quelque chose d'assez mature dès le milieu 2019. Et aujourd'hui, depuis mi-2019 jusqu'à aujourd'hui, ça a été des phases d'implémentation et maintenant de test. Donc ça a mis longtemps déjà, parce que les premières hypothèses de travail n'étaient pas forcément les bonnes, les premières pistes explorées n'étaient pas forcément les bonnes. Et aussi, je pense que ça a mis longtemps parce que la blockchain Ethereum a rencontré un succès pas forcément inattendu, mais en tout cas pas beaucoup plus grand, je pense, que ce qui aurait été mieux pour le développement d'une phase 2 comme celle-là. Pour mettre un peu plus de couleur autour de ça, quoi, c'est que dès 2016, dès 2017, avec l'arrivée des ICO en masse, avec le succès de certaines dApps comme CryptoKitties à l'époque, l'émergence de nouveaux mouvements comme DeFi et compagnie, tout ça, ça crée énormément de pression sur la gestion de la chaîne au jour le jour. Donc ça demande à ce que des équipes dédiées soient là pour faire la maintenance et améliorer le fonctionnement d'Ethereum 1 aujourd'hui. Et donc je dirais aussi que le succès qu'a rencontré Ethereum et les nombreuses modifications et innovations qui ont dû être mises en place dans le protocole ont en partie un peu détourné l'attention de ce qui devait être fait sur Ethereum 2. Et parfois, en fait, on est juste obligé de concentrer ses efforts sur Ethereum 1 plutôt que de développer Ethereum 2, parce qu'il y a des améliorations qui sont absolument nécessaires. Donc là, on pourra parler un peu plus tard de tout ce qui a pu être fait autour de la machine virtuelle Ethereum, sur des optimisations et sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est typiquement des choses sur lesquelles aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème, les blocs sont pleins, les fees sont élevés. Ça veut dire qu'il faut essayer de trouver sur le court terme des solutions pour relâcher la pression. Et parfois, c'est très urgent de le faire. Et aussi, il faut réussir à avoir un peu de temps pour penser au long terme et améliorer et mettre en place Ethereum 2. Ok, donc effectivement, la gestion et la sécurisation au jour le jour de la blockchain a pris le pas sur sa restructuration globale. Mais là, on arrive de plus en plus près de ce coup d'envoi. Du coup, quand tout sera dans les starting blocks, comment la blockchain sera mise à jour ? Est-ce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton ou d'envoyer les mises à jour par mail à tous les participants ? Sur Ethereum, il y a le système des EIP, les Ethereum Improvement Proposal, où on se rend compte qu'il y a un problème, on le décrit, on ouvre une nouvelle EIP, un nouveau numéro d'EIP, et on dit, voilà, mon EIP 14260, je voudrais parler du problème de cette opération machine qui prend trop de gaz, qui est pas assez optimisé et qu'il faudrait un peu modifier. Donc ce que je propose, c'est qu'on abandonne cette opération machine et qu'on la remplace par ces deux-là. Et ces deux opérations machines, elles vont être liées entre elles comme ci, comme ça. Parfois, on aura besoin que de celle-ci, parfois on n'aura que de celle-là. Et waouh, regardez, ça fait une super optimisation. Ensuite, les développeurs des différents clients discutent cette proposition, l'acceptent, la rejettent, l'améliorent, la corrigent. Et au bout d'un moment, s'ils arrivent à un consensus que c'est
effectivement assez mature et que c'est une direction qui adresse le bon problème, cette proposition d'amélioration est ajoutée à l'ensemble des clients et on se met d'accord sur une date à partir de laquelle toute la blockchain va migrer vers cette amélioration. Et cette date, c'est en fait un numéro de bloc. Et à partir de ce numéro de bloc, tous les clients qui font tourner Ethereum se mettent à jour et utilisent cette nouvelle amélioration. Donc ça, c'est comme ça qu'on procède aujourd'hui sur Ethereum quand on crée une fork. Donc il y en a plusieurs par an. On rajoute des fonctionnalités, on en retire, on en améliore certaines, on en optimise d'autres. Et quand il s'agit de passer à Ethereum 2.0, en fait, c'est un peu une migration de la chaîne, puisque la chaîne Ethereum 1 va continuer à vivre, mais les tokens qui vivent sur Ethereum 1, un jour seront très certainement redéployés ou migrés vers des shards d'Ethereum qui se fonctionneront d'une façon plus optimisée. Et les Ethers qui sont sur Ethereum 1 peuvent communiquer directement avec la Beacon Chain pour être mis at stake. Et éventuellement aussi, un jour, parler à des smart contracts qui sont sur d'autres shards, d'autres sidechains de cette chaîne principale, parce qu'il y a potentiellement d'autres optimisations dans ces autres shards et aussi moins de congestion sur les blocs, par exemple. Petite parenthèse, j'aimerais voir avec vous comment le stacking sécurise un réseau. Contrairement aux blockchains Proof of Work qui dépendent du minage pour vérifier et valider les nouveaux blocs, comme le Bitcoin, les chaînes Proof of Stake produisent et valident de nouveaux blocs par mise en jeu. Cela permet de produire des blocs sans utiliser de matériel informatique spécifique au minage, comme les ASICs. Donc, au lieu de rivaliser pour le prochain bloc avec un travail de calcul lourd qui consomme beaucoup, les validateurs Proof of Stakes sont sélectionnés en fonction du nombre de coins qu'ils s'engagent à mettre en jeu. En général, les utilisateurs qui mettent en jeu des quantités plus importantes de coins ont une plus grande chance d'être choisis comme prochains validateurs de blocs. Alors que le minage ASIC nécessite un investissement significatif dans le matériel, le stocking nécessite un investissement direct et donc un engagement dans la crypto-monnaie en question. Donc plus un individu a de coins et sécurise le réseau, plus il a tout intérêt à ce que le réseau se porte bien. C'est donc, vous l'aurez deviné pour cette raison, qu'Ethereum souhaite passer en Proof of Stake. Jérôme, j'aimerais avoir ton avis sur ce point. Au même titre que les ICO en 2017, la vague DeFi qui déferle actuellement sur l'univers crypto rend Ethereum indispensable, mais augmente ses frais de manière considérable. Qu'est-ce que tu penses de ce service ? Je suis très, très content de cette nouvelle, de cette vague, parce que quand je m'en parlais toujours à DEFCON 2, on déblatérait sur qu'est-ce que va devenir Ethereum. Qu'est-ce que ça va permettre de faire, qu'est-ce que ça va être. À l'époque, il y avait peut-être eu 3 ou 4 ICO, non, plus que ça, il y en avait une dizaine, dont certaines très connues comme ZODAO ou Augur et autres. Bon, on regardait ça et on se disait, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ça? Et on disait beaucoup, en fait, le Ethereum va devenir une central clearing house pour l'ensemble de l'Internet, donc une chambre de compensation pour Internet. Et avant de devenir une chambre de compensation pour Internet, il faut avoir des choses à compenser. Et peut-être que DeFi est un mouvement qui nous emmène vers ce moment où effectivement Ethereum apparaîtra clairement comme étant une chambre de compensation géante pour un système financier alternatif. Et aussi, je le vois avec beaucoup de crainte, parce que en fait, quand on voit à quel point le gaz est cher aujourd'hui, c'est une des conséquences du succès qu'ont les jetons et tous les services qui sont autour de ces jetons. Donc ça met aussi la pression sur les développeurs pour améliorer Ethereum et trouver des solutions à court terme et à moyen terme sur la capacité de traitement des transactions. Je trouve que ça positionne aussi Ethereum d'une façon très, très intéressante pour toute personne qui voudrait tokeniser des actifs financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire, ouais, moi, très bien, je vais mettre un jeton qui représente, je sais pas, une part dans ma SCI. Si j'émets ce jeton, je vais me demander sur quelle blockchain je vais devoir émettre ce jeton.
Ethereum au moins est positionné comme étant la blockchain sur laquelle il y a énormément de services qui existent, sur lesquels il est facile de se faire lister, qui sont faciles à utiliser, qui se font une grande compétition sur qui aura la meilleure interface utilisateur et qui sera le plus facile à comprendre. Donc ça déjà, ça renforce énormément Ethereum en termes d'utilisabilité et de maturité pour les entreprises et pour les professionnels en général qui pourraient être intéressés par ça. Et quand on regarde, en tant qu'organisateur de conférences, les premières éditions de EthCC, on avait énormément de talks sur comment améliorer la privacy, comment améliorer la scalabilité, comment améliorer la sécurité, etc. Et puis ces 2 dernières années, on a progressivement vu apparaître plus de services financiers, plus de services de tokenisation, avec des initiatives sur comment faire pour utiliser Ethereum dans le cadre d'une entreprise, comment utiliser Ethereum pour représenter un actif financier, ce genre de choses. Et aussi en parallèle, un engouement des fournisseurs d'infrastructures à l'entreprise, donc type AWS ou Azure, et des startups qui essayaient de bénéficier de ce qui était disponible chez les cloud providers pour construire des offres d'infrastructures résilientes pour des applications professionnelles. Et ça s'est particulièrement matérialisé dans la dernière édition d'EthCC où il y avait une trentaine de talks sur DeFi et une quinzaine de talks sur vraiment Ethereum dans le contexte de l'entreprise. Donc moi, je le vois comme un grand signe de maturité de notre écosystème et ça me rend assez fier de voir tout le chemin qu'on a parcouru jusqu'à aujourd'hui. Quand Ethereum sort, on était à peu près au même niveau de capitalisation de marché de l'ensemble des cryptos qu'on est aujourd'hui rien que sur les tokens sur Ethereum. Je trouve ça impressionnant de voir à quel point tout a pu migrer là-dessus. Et en termes de valeur déplacée journalièrement, si on prend tous les jetons et tous les Ethers, on est au-dessus de la valeur totale qui est déplacée sur Bitcoin, par exemple. Mais bon, il y a toujours beaucoup de choses à améliorer. Hein. Il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait un gros problème sur un protocole DeFi, sans qu'il y ait une nouvelle exploitation du protocole, une nouvelle erreur ici, un nouveau bug là. Mais on garde toujours cet engouement dans l'ensemble de la communauté sur il faut construire de nouveaux trucs, il faut tester, il faut essayer. Pas oublier les bonnes pratiques de sécurité. Et puis, si ça casse, tant pis, on refera et on essaiera de ne pas faire cette erreur. En tout cas, la meilleure façon de s'améliorer, ça a été de faire des bêtises et d'essayer de les corriger et d'appliquer les bonnes pratiques derrière. Voilà, j'espère que je ne voudrais pas donner comme signal aux auditeurs qu'il faut absolument mettre tout son argent dans DeFi. Faites attention, il y a des forts risques de smart contract, il y a des forts risques liés au protocole lorsqu'on interagit avec. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que ces services sont là, ils fonctionnent et ils bénéficient de toutes les propriétés de non-censure et de résilience et de disponibilité de la blockchain. Et ça, c'est magnifique. Merci Jérôme d'avoir participé à ce podcast. Vous pouvez retrouver toute son actualité sur Twitter et suivre le site Ethereum France qui compile actualités et interviews liées à l'univers Ethereum. Si cet univers vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus et être tenu à jour des dernières fonctionnalités, n'hésitez pas non plus à réserver votre première semaine du mois de mars 2021 pour vous rendre au plus grand événement Ethereum d'Europe, l'EthCC, à Paris. Merci d'avoir écouté ces 2 podcasts jusqu'au bout. J'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de Cryptost car, vous le savez, ces podcasts sont interactifs, alors n'hésitez pas à donner votre avis sur les thèmes des prochains podcasts dans nos sondages. Si vous souhaitez plus d'informations sur Ethereum, les fiches d'explication sur cryptost.fr devraient vous satisfaire. Vous y trouverez également toute l'actualité des crypto-monnaies.